Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour le dernier volet de ce cycle de webinaires organisé par l'Université Paris-Saclay en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie autour du thème Covid-19, quel développement soutenable pour demain? Aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement nous intéresser à la question très vaste de la santé globale et des défis qui sont liés. Et pour ça, nous allons accueillir 4 experts dans différents domaines auxquels vous pourrez poser des questions pendant toute la durée de ce webinaire. Je vais les laisser se présenter et puis ensuite je reprendrai la parole brièvement. On peut commencer par vous, Madame Claire Rogel-Gaillard, si vous voulez bien. Ah, on ne vous entend pas. Je pense que votre micro est... Oui. Bonjour, merci à tous. Je suis Claire Rogel-Gaillard, donc directrice de recherche à INRAE. Donc, je travaille en génétique animale et mes travaux de recherche portent sur l'identification de leviers, notamment génétiques, pour favoriser la transition agroécologique des systèmes d'élevage. Et donc, ce qui nous intéresse dans ce contexte du webinaire aujourd'hui, c'est de faire des liens entre durabilité des systèmes d'élevage et santé globale. Et pour finir ma présentation, je dirige une unité qui s'appelle Génétique animale et biologie intégrative, qui est basée à Jouan-Josas. On peut peut-être passer à vous, Yves Lévy. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Yves Lévy, je suis professeur en santé publique, santé environnementale à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Saclay, où j'enseigne toutes les thématiques liées à la santé publique. Je suis co-créateur d'un master qui s'appelle évaluation des risques en santé environnementale. Mes domaines de recherche, c'est la pollution de l'eau et la pollution par des micropolluants et les impacts écotoxiques et en santé humaine. Et sinon, en parallèle, je suis membre du Haut Conseil de la santé publique et membre de l'Académie nationale de médecine, de pharmacie et l'Académie des technologies. Merci. On va continuer avec le second Yves de ce panel, Yves Gaudin. Bonjour, donc moi je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis virologue, donc virologue moléculaire, hein, donc à l'échelle de la cellule. Et donc, je travaille sur une famille virale qui s'appelle les rhabdovirus, dont le représentant le plus connu est le virus de la rage. On s'intéresse au mécanisme d'entrée du virus, à l'installation de l'usine virale et aux interactions étroites entre cette usine virale et l'immunité innée. Et par ailleurs, comme autre responsabilité, je suis aussi président de la section 20 du CNRS. Merci. Et enfin, Gianluca Severi, pardonnez mon accent, je vous laisse vous présenter également. Merci. Bonjour, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige une équipe qui s'appelle Exposome Hérédité qui fait partie du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Villejuif. Et je coordonne aussi une grande cohorte épidémiologique en population qui s'appelle les 3N et 4N. Et je travaille sur l'épidémiologie de maladies chroniques, en particulier sur le cancer. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant passer la parole à Jeanne Lecomte, qui est vice-présidente de développement soutenable à l'Université Paris-Saclay et qui va nous donner un petit peu des éléments de cadrage pour ces échanges et notamment les raisons pour lesquelles l'Université Paris-Saclay et l'AUF ont décidé de lancer ce cycle de séminaires autour du développement soutenable. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. C'est en effet le 5e et dernier webinaire de la série Covid-19, quel développement soutenable pour demain, que l'Université Paris-Saclay organise en collaboration avec le média en ligne de Conversation et l'Agence universitaire de la francophonie. Alors pour rappel, c'est durant le premier confinement au printemps que nous avons pensé à ce format d'échange entre la communauté de la recherche de l'Université Paris-Saclay et les personnels et les étudiants. Ma prise de fonction en mars en tant que VP développement soutenable avait en effet coïncidé avec le début de la crise liée à la pandémie de la Covid-19. Et tout d'abord, et comme je l'ai dit lors du lancement du premier webinaire en juin, cette crise ne fait que renforcer le rôle d'une université de recherche comme la nôtre dans la formation et la transmission des connaissances pour mieux comprendre et appréhender les défis complexes auxquels nos sociétés sont confrontées. Alors cette crise, de par sa mondialisation,
est une sorte de galop d'essai, j'ai envie de dire, des autres crises à venir, notamment les crises environnementales, qui sont largement documentées par les experts du GIEC et de l'IPBES. Alors, malgré des alertes de scientifiques, cette crise a été mal anticipée par nos sociétés et elle a révélé leur extrême vulnérabilité. Elle nous renvoie aussi à cette réalité qui est bien connue malheureusement, qui est que les plus atteints par les crises sont souvent les plus démunis. Donc la question qui est posée, quel développement soutenable pour demain? Ça veut dire quoi? C'est aller vers un développement soutenable, c'est considérer que le développement de nos sociétés et de leur économie doit s'appuyer sur le principe des limites planétaires et de la non-substituabilité des ressources qui sont issues de la biosphère, tout en garantissant l'équité sociale. Donc, dans le contexte de la crise provoquée par la Covid-19, qui nous pousse à nous interroger sur les mutations nécessaires de nos sociétés, que nos précédents webinaires ont abordé. Ils ont abordé les questions relatives au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à la question de la production alimentaire, aux mutations économiques et sociales à envisager, et enfin à la question de l'échelle pour penser ces mutations. Alors, nous nous proposons dans ce webinaire, pour revenir aux sources, si je puis dire, revenir aux sources, c'est-à-dire au Covid-19, mais à la question des pandémies, mais aussi plus généralement aux questions globales autour de la santé. Alors, pour ce qui est des pandémies, et plus particulièrement celles des zoonoses, qui sont ces maladies comme celle de la Covid-19 qui passent des animaux aux humains, qui représentent actuellement en fait 3/4 des maladies émergentes. Il y a eu diverses analyses de la littérature qui ont été relayées, notamment par le programme des Nations Unies pour l'environnement, et qui ont pointé différentes causes à leur origine. Il est évoqué la demande humaine accrue de protéines animales, l'intensification des pratiques agricoles non durables, l'exploitation des espèces sauvages, l'utilisation non durable des ressources naturelles accélérée par l'urbanisation, le changement d'affectation des sols, l'augmentation des voyages et des transports, les évolutions de la chaîne agroalimentaire et le changement climatique. Donc c'est autant de facteurs en lien avec les questions que nous avions mises en débat dans les précédents webinaires. Alors s'il nous faut sans doute encore beaucoup de recul et d'analyse pour analyser le pourquoi et le comment de la pandémie de la Covid-19 et pour atteindre le consensus scientifique sur la question, force est de constater que de par son impact fort sur les sociétés et les économies à l'échelle planétaire, cette pandémie a accéléré les réflexions autour d'une vision globale de la santé, réflexion qui ne doit pas être restreinte aux seules zoonoses. En effet, le lien entre la santé, les pollutions chimiques et physiques dans l'air et l'eau doivent être aussi au cœur de cette vision globale de la santé. Alors, il y a différents concepts qui existent actuellement pour traduire cette vision intégrative. Ce sont les concepts dits de santé globale, une seule santé, One Health, et d'écologie de la santé, EcoHealth. Alors, sans rentrer dans les détails, les différences entre ces concepts traduisent avant tout les différences entre culture épistémique des chercheurs, c'est-à-dire la diversité de façons de faire la science selon les disciplines, non seulement dans les méthodes et les outils, mais aussi dans leur raisonnement. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité et surtout de transdisciplinarité pour parvenir à avoir une vision tout à fait systémique sur ces questions relatives à la santé et puis de manière générale pour comprendre la complexité du monde et puis pour pouvoir décider en connaissance de cause et de manière démocratique ses prochaines trajectoires. Donc c'est un défi complexe pour la recherche et les chercheurs, d'autant plus que les atteintes des citoyens sont très vives sur ces questions. Donc ce sont ces défis qui concernent la santé humaine, mais plus largement ses liens avec la santé animale, celle des plantes, la santé de l'environnement, des écosystèmes, que le webinaire se propose d'aborder cet après-midi. Et donc je vais redonner la parole à Lionel Caviccioli, qui est chef de rubrique santé de The Conversation, qui va animer le webinaire et sera le relais des internautes. Et je tiens à remercier ces 4 experts d'avoir accepté l'invitation en cette fin d'année qui est très chargée pour tout le monde. Merci à vous. Merci Jeanne. Beaucoup de problématiques à aborder, on le voit avec cette thématique de la santé globale. Peut-être que pour commencer, on peut justement
parler de cette notion de santé globale qui émerge depuis quelques années, mais qui n'était pas forcément la notion prédominante, on va dire, il y a quelques décennies en arrière, où on avait tendance à sortir un peu la santé humaine de cette santé plus globale. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Yves Lévy, sur ce qu'on entend par santé globale et qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce que recouvre cette expression? Et comment est-ce qu'elle est venue dans le débat, peut-être? Oui, merci. Alors, Jeanne a déjà placé beaucoup des éléments fondamentaux de notre discussion. Il faut qu'on se base sur un certain nombre d'éléments assez fondamentaux. Une santé, le concept « une santé », c'est quelque chose qui est parfaitement évident pour tout le monde. Et s'il n'avait pas été transformé sous forme de concept par l'Organisation mondiale de la santé, peut-être qu'il serait passé inaperçu. Et pourtant, ce concept d'une seule santé, c'est très clairement la santé du végétal, enfin, si je prends que la santé du vivant, la santé du végétal, la santé de l'animal et la santé de l'homme en tant qu'animal, mais avec sa particularité. Et donc, tout le monde doit tout de suite avoir intégré l'idée que si on touche à la santé de l'environnement, à la santé animale, on touche forcément la santé humaine et réciproquement. Donc on se base sur cette évidence qui existe depuis des millénaires, mais qui ne semblait pas vraiment évidente à tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe par-dessus tout ça? Il se passe qu'on a une accélération absolument phénoménale des choses depuis les années 50. En gros, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le développement de la chimie moderne, on a vu arriver des trucs absolument exceptionnels qui, d'une part, ont permis d'augmenter l'espérance de vie de tout le monde, enfin tout le monde, au moins des pays les plus riches, une augmentation de l'espérance de vie, et puis une augmentation de toute une série de phénomènes de pression globale dont on commence aujourd'hui à sérieusement percevoir les effets qui étaient annoncés par la recherche depuis un moment. Alors parmi ces pressions globales, il y a évidemment la pression climatique, la démographie, l'urbanisation croissante avec des mégapoles qui deviennent absolument considérables et dont l'Afrique de l'Ouest va être un exemple de développement absolument colossal. Et quand on dit démographie, ça veut dire rapprochement, démographie et urbanisation, ça veut dire rapprochement des individus. Et plus on rapproche les individus, plus les maladies transmissibles se transmettent facilement. Donc on intègre à la fois le lien avec une dégradation de la nature autour de nous et en plus le fait qu'on fait des concentrations humaines. Donc tout favorise la transmission des maladies transmissibles. On a une consommation d'énergie qui augmente, une consommation d'aliments qui augmente et des déchets qui augmentent. Donc toutes ces pressions colossales aujourd'hui montrent des effets absolument puissants. Parallèlement, on a un peu perdu les notions d'hygiène. Quand je dis on, c'est dans les pays développés, mais ceux qui ont au moins les moyens de se doter d'une hygiène. Hygiène collective, par exemple, on tourne son robinet, on a de l'eau potable, ça nous semble évident, mais ce n'est pas si évident que ça. On vit sur une bombe permanente, puisque les ressources en eau sont contaminées. On a une sécurité alimentaire aussi, mais la chaîne du froid peut se rompre très facilement. Donc on avait des notions d'hygiène assez classiques autrefois, où on se protégeait, on ne crachait pas par terre, on portait un masque quelquefois pour se protéger. Tout ça est parti aux oubliettes, et aujourd'hui on le redécouvre. Mais on a quand même une espérance de vie qui augmente, mais qui augmente moins vite qu'avant, voire même qui baisse en termes d'espérance de vie en bonne santé. Donc on a tous ces phénomènes qui apparaissent, collés par-dessus avec la productivité mondiale, c'est-à-dire le fait d'aller toujours plus loin, et qui nous amène une masse de dangers dans notre environnement qui induisent des risques. Et donc derrière tout ça, et on va l'aborder, il y a surtout le besoin que les gens fassent bien la distinction entre un danger et un risque. C'est-à-dire que la présence d'un danger ne signifie pas forcément nécessairement un risque, mais ça alerte et il faut pouvoir faire une évaluation objective des risques. Et tous les décideurs en ont besoin. Il faut donc aujourd'hui un renforcement de la science et des données de manière à fournir aux évaluateurs de risques les moyens de faire la meilleure évaluation pour tout le monde. Et après, on doit tous s'interroger sur notre acceptabilité des risques. Et donc aujourd'hui, cette crise Covid qui nous frappe, elle nous frappe pourquoi? Parce qu'elle casse une partie de l'économie, parce qu'elle fait mourir des hommes. Il y avait des tas d'autres crises aussi qui font des impacts écotoxiques environnementaux, je dirais qui passent inaperçus et qui étaient tout aussi importantes parce que ça ne touchait pas l'homme. Et dès qu'on commence à toucher l'homme, alors tout de suite, la préoccupation est majeure. Et on en oublie cette globalité de la santé qui fait que si on touche à l'animal, on touche à l'homme aussi.
Et donc, ça nous révèle tous ces éléments-là, et j'espère que ça rentre bien dans les esprits de tout le monde, je dirais grâce ou à cause de cette crise. Mais il faut aussi que cette crise ne fasse pas oublier d'autres qui existent. On a eu la crise, par exemple, du chikungunya à La Réunion, maladie transmissible aussi, plus de 300 000 cas. On n'en parlait pas beaucoup parce que ça touchait pas beaucoup la métropole. Et pourtant, ça arrive aussi en métropole. Il y a d'autres crises comme l'obésité associée au diabète, liées à notre malbouffe et à notre système de vie qui s'est dégradé, la présence des perturbateurs endocriniens partout dans notre système environnemental, et puis d'autres maladies transmissibles qui jusqu'à présent n'étaient pas perçues malgré leur mortalité. Donc aujourd'hui, se poser la question quelle va être la prochaine crise, c'est aussi prendre vraiment conscience des crises actuelles, de nos fragilités et du besoin de se recentrer sur des fondamentaux en termes d'hygiène et de protection de cette santé globale. Merci. Oui, on voit que le sujet est décidément très large. Une des choses qui est assez frappant avec cette crise, c'est que les signaux d'alerte étaient déjà là. Vous disiez tout à l'heure que la santé globale, c'était quelque chose dont tout le monde avait conscience. J'ai l'impression que tout le monde en avait conscience dans les milieux scientifiques, parce que les chercheurs travaillaient sur ces questions-là et voyaient bien les implications. Je me demande si c'était le cas dans les autres milieux, au-delà des milieux scientifiques. Et est-ce que là aussi, on n'a pas un problème, parce que cette crise a été présentée comme quelque chose d'assez surprenant, qui a pris de court la planète, mais on était quelque part prévenu. On avait déjà des signes avant-coureurs, on savait que la dégradation de l'environnement, en tout cas les données scientifiques existaient, et on se rend compte que finalement, tout ça a été relativement sous-estimé. Vous parliez de la perception du risque. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à ce niveau-là sur lequel il faudrait travailler? Je pense notamment à la façon dont les données de sciences fondamentales peuvent être utilisées. Et là, je vais me tourner vers Yves Gaudin. La science, vous faites de la virologie fondamentale, vous travaillez en sciences donc sur des objets très, très éloignés, on va dire, du quotidien des décideurs, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème entre la façon dont les connaissances sont produites dans les laboratoires et ce qui en est fait ou pas fait après? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une des racines de cette crise? Alors, la première chose, c'est qu'en fait, beaucoup de virologues avaient annoncé qu'on aurait un jour une pandémie qui impliquerait les virus respiratoires. Ce sont les plus dangereux pour l'espèce humaine. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la dernière grande épidémie de virus respiratoires date de la fin des années 60, c'était la grippe de Hong Kong, qui par rapport à l'épidémie d'aujourd'hui, finalement, se révèle plus petite. Je rappelle qu'on n'est pas encore en fin de l'épidémie actuelle. Donc, mais il y a eu une série d'événements, la possibilité pour H5N1 de passer chez l'homme, à chaque fois ça a été des infections abortives, elles ne se sont pas transmises dans l'espèce humaine. On a eu les épisodes de SARS-CoV, le premier épisode 2002-2003, puis le fameux coronavirus du Moyen-Orient aussi, le MERS-CoV. À chaque fois, on a pu juguler les épidémies. Et je pense, et la grippe H1N1, qui finalement a été très bénigne, ça a donné un sentiment de sécurité, je pense, chez les décideurs. Je pense que l'absence de masque, et aussi, il faut se rappeler de tout ce qu'avait, je dirais, ramassé Roselyne Bachelot quand elle avait été chercher des vaccins. Enfin, elle avait anticipé sur une crise dont on ne connaissait pas l'ampleur. La crise s'est révélée de petite taille et on l'a moquée. Je pense que ça a eu aussi un fort impact sur les décideurs qui se sont dit on ne va pas recommencer. Typiquement, là, on aurait eu besoin de masques et voilà. Donc oui, c'était anticipé. On a jugulé un certain nombre de crises et forcément, quand la crise... Du coup, à chaque fois qu'on dépasse une crise, on se dit bon, bah, c'est bon, on l'a surmonté et ça s'est bien passé. Donc là, il y a eu forcément quelque chose qui a donné un faux sentiment de sécurité. Alors par ailleurs, ce qui s'est passé aussi, et j'aurais juste 2 points. Donc, le premier point, c'est qu'en fait, l'épidémie majeure sur laquelle les virologues travaillaient, c'était quand même l'épidémie du virus du sida, qui est une transmission très différente, contre laquelle on peut en dire ce qu'on veut, mais il est possible de limiter cette épidémie, de limiter cette pandémie par des mesures, là encore, d'hygiène très simples. Et en fait, l'argent est quand même allé en particulier vers le virus du sida et le virus de l'hépatite C. Et en France, mais dans le monde de façon générale, on a laissé tomber la caractérisation des virus respiratoires. Et à l'heure actuelle, où on cherche à
trouver des drogues contre ces virus, eh bien en fait, on a assez peu de choses. Pourquoi ? Parce que sur les virus, finalement, les stratégies de repositionnement de drogues qui sont mises sur le marché sont peu efficaces. Il suffit de regarder sur le sida, les antiviraux qu'on a sont des antiviraux spécifiques qui ont nécessité quelques années, voire presque quelques dizaines d'années de mise au point. Donc en fait, voilà, on est resté un peu démunis, et je crains qu'après avoir eu le tout sida, on va avoir maintenant le tout coronavirus. C'est-à-dire que pour avoir des financements en virologie, il faudra travailler sur le coronavirus. Alors je pense qu'il faut effectivement, on rejoint le point, il faut avoir une vision globale. Il est difficile de savoir quels seront les virus qui frapperont de nouveau l'humanité dans les années qui viennent, malheureusement. Et donc, il faut rester vigilant et garder une recherche un peu tous azimuts dans ces domaines, même si on sait que les virus respiratoires seront probablement les plus dangereux, avec ceux transmis par les moustiques, avec ce qui a été mentionné. C'est-à-dire que le réchauffement climatique fait que les vecteurs vont remonter au sud. Et donc ça, c'est anticipé. On voit du chikungunya dans le sud de l'Italie maintenant, et le Zika commence à faire le tour de la planète. On craint beaucoup en Camargue, par exemple, ce qui peut se passer dans les 10-15 ans à venir. Donc oui, on peut faire face à de nouvelles pandémies, et effectivement, il faut s'y préparer et toujours réfléchir large, bien sûr tenir compte du passé, mais pas trop se focaliser sur le passé non plus. Ça conduit parfois à des... Il faut rester ouvert. D'accord, merci beaucoup. Oui, et d'ailleurs, on voit que les décisions qu'on prend en termes de système économique, parce que je repense ce que vous venez de dire sur la question de la gestion de la grippe H1N1, ça a été extrêmement moqué et ça a été aussi très critiqué, notamment parce que ça a coûté énormément d'argent. Et on voit bien qu'on est sur un système où on pense souvent en termes de rentabilité, et sur des domaines aussi complexes que la santé, c'est parfois difficile de savoir où l'investissement va être le plus pertinent. Oui, vous voulez reprendre Non, juste une phrase. Les mesures de sécurité qui avaient été prises pour H1N1 n'ont rien coûté à côté de ce que coûte la crise actuelle. Si on avait eu ces mesures aussi dans la crise actuelle, peut-être, eh bien, on aurait eu quand même, je pense qu'on aurait eu quand même la pandémie, mais au moins on aurait peut-être limité la casse. Oui, tout à fait. Et justement, sur la question de la perception des systèmes de production, je pense qu'on peut se tourner vers vous, Madame, excusez-moi, j'ai perdu votre nom de famille, Madame Rogel Gaillard, pardon, excusez-moi. Je pense qu'on peut se tourner vers vous parce que c'est un point qui a été particulièrement pointé dans cette crise, le fait qu'on se soit retrouvé avec, les élevages d'une façon générale sont souvent pointés dans les zoonoses, et cette fois-ci, encore une fois, on voit que la pandémie est partie de l'animal. Alors c'est un cas très particulier parce qu'on était sur un marché qui n'avait rien à voir avec de l'élevage, mais où des conditions étaient a priori peu respecter les conditions d'hygiène et de sécurité qu'on juge nécessaires. Et donc, mais les élevages, disons, occidentaux, entre guillemets, sont aussi souvent pointés du doigt. On a vu ce qui s'est passé avec les visons assez récemment dans les pays nordiques, où on a eu des élevages qui ont été contaminés par le coronavirus et où des milliers de visons ont dû être abattus. De ce point de vue-là, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de problème en matière de santé globale? Comment on peut utiliser les systèmes de production et les transformer pour limiter ces risques pour la santé globale? Alors, je voudrais rappeler qu'effectivement, cette pandémie de Covid-19, on est d'accord pour tous se dire qu'elle nous rappelle à tous la fragilité des écosystèmes et puis nos organisations socio-économiques et puis l'interdépendance de tous les secteurs d'activité pour garantir la santé de tous. Et c'est vrai que en tant que chercheur dans le domaine des sciences animales, on est particulièrement interpellé sur la manière dont on conduit des recherches qui vont favoriser des conditions d'élevage les plus vertueuses possibles, à la fois vis-à-vis des systèmes alimentaires et vis-à-vis de l'environnement. Et c'est vrai qu'elles sont souvent critiquées, ces conditions d'élevage, comme étant un potentiel impact sanitaire. Et puis, mais ce qui se passe, c'est qu'en élevage, on a aussi des moyens drastiques de pouvoir subvenir à un certain nombre de problèmes. Et on voit là, il y a des foyers d'influenza aviaire, la H5N8.
Au fond, la manière la plus drastique de couper court à une épidémie, c'est d'abattre la totalité des animaux. Alors, il est clair qu'en élevage, nos objectifs, c'est de créer des conditions d'élevage où les animaux vont être davantage résistants, vont avoir une compétence immunitaire, une forme de résilience qui font que même s'ils sont soumis à une pression pathogène qui n'est pas optimale, au fond, ils vont arriver à y résister et puis ils vont arriver à, soit parce qu'on va arriver à les vacciner, soit parce qu'au fond, c'est des maladies de production pour lesquelles ils vont arriver à s'en sortir sans qu'on ait à abattre la totalité des animaux. Donc ça, c'est un véritable objectif en élevage et il faut bien avoir en tête que les systèmes de production, même s'ils sont critiqués, on en a absolument besoin, parce que ces systèmes de production, c'est eux qui garantissent la sécurité alimentaire mondiale. Et donc on a un véritable enjeu collectif à les rendre les plus vertueux possibles, les plus sobres possibles, et en même temps maintenir leur niveau de productivité pour garantir de l'alimentation pour toutes les personnes partout dans le monde. Voilà. Donc même si au final, dans certaines régions du monde, on va réduire la consommation de viande, par exemple, dans certaines autres régions du monde, il faut l'augmenter. Et au fond, cette production d'élevage vertueux à l'échelle planétaire, c'est vrai que c'est un enjeu au fond qui est assez mondial. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est au fond comment se sont orientées les recherches et comment elles ont évolué et vers quoi elles s'orientent actuellement. Parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'il a été évoqué la sortie de la guerre là, dans les années 40, les années 50. Au fond, il fallait augmenter le niveau général de production en agriculture. Donc les objectifs de sélection basés sur l'amélioration génétique, ils ont énormément ciblé des caractères de productivité, des caractères aussi de composition des produits. Progressivement, on est arrivé à ajouter des aptitudes à la reproduction pour augmenter, par exemple, dans des élevages porcins, la prolificité. On a commencé à travailler sur la résistance aux maladies, sachant que la résistance aux maladies, c'est quelque chose de compliqué, hein, parce qu'on peut être, par exemple, résistant à un pathogène, mais très peu résistant à un autre pathogène. Donc l'objectif, c'est d'arriver à résister à aussi un cocktail de pathogènes à laquelle va être soumis un animal en élevage. Et maintenant, on est confronté à ce problème de ressources, ce problème de respect de l'environnement, avec donc des objectifs de sélection qui vont travailler à la réduction de l'impact environnemental, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, tout ce qui va être compétences immunitaires, mais également le bien-être animal, la longévité des animaux. Donc tout ça, ça nécessite au fond de rentrer dans un système de compréhension des compromis entre ces différentes fonctions, parce qu'on veut arriver à des élevages où il y ait une bonne résilience, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un groupe, les animaux vont pouvoir, au fond, bien s'adapter à des environnements qui ne sont pas complètement optimaux. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la recherche travaille à identifier des leviers d'action qui vont tenir compte de ces variabilités individuelles, qui vont pouvoir ensuite être agrégés à l'échelle d'une population, de manière à ce qu'on ait des élevages qui soient bien, qui maintiennent leur performance, mais qui soient en même temps sobres et puis davantage respectueux de l'environnement. Et je dirais qu'actuellement, un des enjeux majeurs, par exemple, c'est de réduire l'usage des antibiotiques, avec par exemple une amélioration de l'efficacité vaccinale. Donc ça, c'est des travaux qui sont largement en cours sur pas mal d'espèces. Sur pas mal d'espèces animales. Je dirais que ce qui est important aussi, c'est et c'est là où on va toucher aussi un aspect un peu interdisciplinarité, c'est la prise en compte de tout ce qui est perception sociétale, dans tout ce qui est je dirais renouvellement des systèmes d'élevage, parce qu'on a ce paradoxe de quelque chose qui est absolument indispensable pour la sécurité alimentaire mondiale, et en même temps quelque chose qui soit acceptable par tous les citoyens qui de toute façon vont être des consommateurs. Voilà. Et dans un contexte de santé globale, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de montrer que ces systèmes d'élevage, mais on peut parler aussi des systèmes de production de grandes cultures, au fond les problématiques sont exactement les mêmes, avec la réduction des intrants et le respect de l'environnement, c'est au fond bien inclure les systèmes de production comme contribuant à la durabilité, mais contribuant aussi à la production de produits qui, pour les consommateurs, vont contribuer à ce qu'on va appeler des systèmes alimentaires sains et durables. Donc, au fond, inclure les systèmes de production dans la santé globale, c'est probablement une manière de créer ce continuum entre ce qui va participer par l'alimentation à la santé générale et puis en même temps participer aussi à une meilleure résistance aussi à tout ce qui va être pression environnementale. Mmh.
Oui, effectivement. Est-ce que alors, ça me fait penser à une problématique qui est celle de la viande de brousse, notamment, qui est une source de protéines pour une bonne partie de la population mondiale, qui peut être à l'origine d'émergences parfois virales, notamment. Vous pensez que là, la mise en place de systèmes de production raisonnés, entre guillemets, serait possible, ou c'est un peu trop compliqué à mettre en place? Alors, je ne suis pas une spécialiste de la viande de brousse, mais en tout cas, ce qui est de toute façon majeur, c'est les surveillances sanitaires. Donc, au fond, c'est tout ce qui est surveillance sanitaire qui doit accompagner tous les systèmes de production et tous les systèmes de consommation. Donc, au fond, c'est ça qui peut être la clé. Après, les systèmes de production, ils sont très hétérogènes à l'échelle de la planète. Il y a des élevages où il y a dans certains endroits, par exemple, si on va regarder l'Inde, il y a un certain nombre de villages. Chaque personne qui possède des animaux, il n'y en a que quelques-uns. Mais au fond, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un système sanitaire global qui soit suffisamment bien organisé pour qu'en cas de foyer infectieux et de foyer de risque, il n'y ait absolument pas de propagation du risque. Ou du danger, comme on dit. Excusez-moi. Propagation du danger pour limiter les risques. Merci beaucoup. Et vous avez pointé un point important qui nous rappelle que la santé globale n'est pas seulement dépendante des maladies infectieuses, des émergences virales et de ce genre de problèmes, ou même de l'antibiorésistance, qui sera aussi un problème majeur en santé globale si on n'y prête pas attention, qui commence à le devenir. Et vous avez parlé des intrants notamment, et du coup je vais me tourner vers Gianluca Severi par rapport à la question des autres problèmes liés à la santé globale et des autres risques. Et j'aimerais que vous nous expliquiez cette notion d'exposome sur laquelle vous travaillez et à quoi ça correspond, et est-ce que ça aussi c'est un prisme qui permet d'avoir une meilleure vision des impacts globaux sur la santé? Oui, bien sûr. Le concept d'exposome est très pertinent dans le discours qu'on est en train de faire. Parce que ça implique le concept de complexité et on est en train de discuter exactement ça, la complexité d'un côté de toutes les questions de la santé humaine, santé animaux, etc., qui sont interconnectées. Et la même chose s'applique aussi aux expositions que jusqu'à maintenant on parlait des expositions en silo, qui pourraient être le mode de vie, les expositions aux polluants environnementaux, etc., l'alimentation, etc. Maintenant, on a le concept d'exposome pour chercher d'étudier ces expositions comme vraiment des choses interconnectées entre eux. Et en fait, par exemple, l'alimentation est un bel exemple de ça, parce que sur les maladies chroniques, historiquement, on étude l'exposition aux graisses animaux, par exemple, la consommation de viande, etc., en relation avec le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Mais les aliments sont aussi des sources potentielles d'exposition aux contaminants à travers les aliments, les perturbateurs endocriniens, certaines classes de perturbateurs endocriniens. En fait, l'exposition plus importante vient de l'alimentation. Et donc, c'est vraiment essentiel d'utiliser ce concept d'exposome pour essayer d'étudier aussi les corrélations entre ces différentes expositions. Et donc, la même chose de l'autre côté sur les maladies. Et donc, de plus en plus, on étude les multimorbidités, par exemple. Et historiquement, encore une fois, une exposition, une maladie. Mais c'est vraiment un concept très limité et pas vraiment réaliste. Et donc, c'est ça qu'on cherche de faire, étudier ça dans une réalité qui est de plus en plus complexe. Et c'est ça, en fait, je pense, la complexité, les difficultés qu'on a à vraiment aborder la complexité. C'est le défi, pour moi, le défi de la recherche maintenant et dans le futur. Oui, et on parlait tout à l'heure, Jeanne Lecomte parlait en introduction de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité. On voit que là, sur des questions notamment comme l'alimentation, où la composante économique, la composante sociale est forte, bien au-delà du simple aliment qu'on a dans l'assiette, est importante. J'imagine que vous travaillez avec des chercheurs de différents horizons. Tout à fait. J'ai des exemples. Un exemple très positif si on va retourner sur le Covid,
Ce sont les projets lancés très, très rapidement en mars-avril autour des grandes cohortes en population, comme la cohorte E3N et 4N que je coordonne, la cohorte Constance, Nutrinet Santé, et après des cohortes mère-enfant, ELF et Pipage. On a commencé à collaborer de manière très étroite et on a lancé un projet, deux projets en fait, Sapris, Sapris-Zero, avec vraiment le concept de transdisciplinarité, parce que je parle, on s'est mis ensemble naturellement les épidémiologistes, et là aussi il y a des silos dans l'épidémiologie, parce que moi je travaille sur les maladies chroniques, mais il y a aussi des experts des maladies infectieuses, en épidémiologie de maladies infectieuses, mais aussi avec des chercheurs en sciences humaines et sociales, parce que les questions de recherche étaient multiples. Les épidémiologistes, par exemple, maladies infectieuses, sont intéressés à étudier la dynamique de l'épidémie et les facteurs qui peuvent influencer cette dynamique. Après, nous, on est intéressé à étudier la relation entre le Covid et les maladies chroniques, parce que on sait déjà que l'épidémie et les mesures de confinement ont un impact important sur les maladies chroniques, et on ne sait pas quelle pourrait être la conséquence à long terme d'une infection Covid-19 sur autres maladies. Mais aussi, on a des questions très importantes sur l'impact du confinement, sur la santé mentale, par exemple, sur la société, sur l'économie, etc. Et donc, c'est un groupe très hétérogène qui collabore ensemble autour des grandes cohortes en population en origine sur l'épidémiologie de maladies chroniques, mais maintenant aussi sur les maladies infectieuses comme le Covid-19. Donc, je pense que c'est vraiment un exemple très positif, ça, et je pense que c'est seulement à travers la transdisciplinarité qu'on peut aussi, si on regarde plus largement que le Covid, si on pense à la One Health ou une santé, qu'on peut vraiment gérer la complexité dont je parlais avant. Merci. Oui. Yves Lévy, je vous en prie. Oui, pour continuer à illustrer ce besoin complémentaire, si je prends l'exemple de l'eau potable, en termes de santé humaine, on sait que la première des choses à rétablir après n'importe quelle catastrophe, c'est l'eau potable, parce que c'est un transfert d'agents pathogènes très, très, très important. Et donc cette chaîne de l'eau potable, c'est un ensemble cohérent depuis les ressources en eau jusqu'au robinet. Et donc ça veut dire que, si je prends deux exemples, on a aujourd'hui une trop forte demande en eau douce par rapport aux besoins, par rapport à la disponibilité dans certains pays. Donc on a des solutions d'ingénierie qui consistent par exemple à dire on va faire du dessalement de l'eau de mer, ou on va faire ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées, qui est en fait de l'utilisation des eaux usées traitées. Et donc l'irrigation agricole réclame de l'eau douce qu'on va récupérer dans les eaux d'égout, ce qui veut dire qu'on commence à bâtir une civilisation qui mange ses propres déchets. Et ça, de toute façon, à long terme, c'est forcément pas bon. Alors bien sûr, les pays riches pourront s'offrir des super stations de traitement avec des tas de membranes ultra sophistiquées qui existent aujourd'hui et qui permettent d'éliminer un maximum des dangers, mais les plus pauvres n'auront pas ça. Et c'est déjà le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays, notamment je pense au bassin méditerranéen, avec des irrigations avec de l'eau brute non traitée, dont on voit les impacts sur la santé des populations autour. Et si je prends un autre exemple, c'est la légionellose, déclenchée par une bactérie qui vit dans les réseaux d'eau chaude et dans les tours aéroréfrigérantes, qui est en fait issue du développement technologique, de l'augmentation de la chaleur. Donc du coup, on installe de la réfrigération partout, et dans ces tours aéroréfrigérantes se génère cette bactérie. Ce qui veut dire que derrière, quand on veut travailler sur la santé à la fois des milieux récepteurs, c'est-à-dire les milieux aquatiques, et la santé humaine, il faut des notions d'écotoxicologie, d'ingénierie, d'écologie microbienne dans les réseaux. Et pour ceux qui travaillent dans ce thème-là, aujourd'hui, c'est évident. Ça ne l'était pas il y a quelques années, mais maintenant, ça doit devenir une évidence pour tout le monde, y compris pour les décideurs, de savoir qu'ils doivent investir dans ces groupes de partenaires de recherche, incluant aussi des sciences humaines, de manière à pouvoir progresser dans cette globalité du phénomène. Oui. Madame Rogel Gaillard, je vous en prie. Je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit,
parce que quand on parle de santé globale, souvent on a l'impression que le domaine est tellement vaste qu'au fond on n'est pas bien préparé, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, on a l'impression qu'on est complètement dépassé par le concept. Et les illustrations qui viennent d'être proposées par Yves Lévy sont tout à fait parlantes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit que des secteurs d'activité ou même des secteurs de recherche qui n'ont pas l'habitude de réfléchir ensemble commencent à poser ensemble les mêmes questions, on voit qu'on peut trouver un chemin pour poser des nouvelles questions de recherche et essayer d'avancer dans cette direction-là. Et ça, c'est un exercice très exigeant et qui oblige, au fond, chaque communauté scientifique à réfléchir un petit peu en dehors. Alors, c'est un terme souvent utilisé de sa zone de confort, mais aussi, nous, en tant que scientifiques, on a nos zones de confort et on se sent dans l'obligation maintenant d'aller au-delà de ces zones de confort pour poser des questions qu'on a peut-être déjà soi-même au cercle scientifique, mais avec d'autres personnes qui, au fond, ont les mêmes objectifs, mais on n'a simplement jamais réfléchi ensemble pour poser les jalons de nouvelles formes de recherche. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, j'ai utilisé le terme d'exigeant parce qu'au fond, outre l'interdisciplinarité, ça suppose aussi de partager les questions de recherche et d'être un peu dans l'incertitude de la manière dont on va trouver le chemin le plus efficace et performant pour y arriver. Voilà. Et ça, c'est, je pense que là, cette crise, au fond, va, j'espère, accélérer cette manière de réfléchir ensemble pour pouvoir trouver des chemins de convergence et de plus-value à faire des liens entre différentes communautés scientifiques. Et quand vous parlez de communauté scientifique, j'imagine que vous parlez au-delà des sciences entre guillemets exactes, vous parlez aussi Oui. des sciences humaines et sociales, parce qu'on l'a vu dans le cadre de cette crise, effectivement, pour comprendre comment elle a émergé, ce qui s'est passé, il faut aussi avoir des gens qui travaillent sur l'économie, qui connaissent très bien les cultures locales, les façons dont les gens vivent dans des pays qui sont très différents de ceux où on a l'habitude de vivre ou de travailler. Et donc c'est vraiment cette transdisciplinarité est vraiment large, donc elle touche à tous les chercheurs, enfin, quasiment. Enfin, je veux dire, on ne se cantonne pas à des sciences dures, entre guillemets, je suppose. Oui, tout à fait. D'autant que le lien entre, enfin, je dirais, la communication vis-à-vis de la société, on a l'impression qu'elle est quotidienne, c'est-à-dire que il y a un relais de tout ce qui peut être de tout ce qui peut être diffusé, qui est très important, qui est massif. Donc ça veut dire qu'en plus la communication autour de ces questions de recherche, elle doit être à la fois claire, précise, pour pas qu'il y ait de malentendus non plus sur les questions qui sont posées et sur les actions de recherche qui sont entreprises. Oui, c'est un point, moi, qui m'a frappé pendant cette crise, même si on y est habitué, et c'est notamment un des enjeux de The Conversation, qui est d'apporter des éléments clairs pour alimenter le débat public, clair et sourcé et étayé. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que, quand même, on a vu beaucoup de réactions assez incompréhensibles, entre guillemets, si on se base uniquement sur les faits et sur la rationalité scientifique, donc on voit bien qu'il ne s'agit pas d'apporter des faits aux gens pour que tout se passe bien. Il y a aussi des éléments à prendre en compte qui sont du domaine du vécu personnel, du ressenti. Enfin, il y a une véritable... Je reviens un peu en arrière par rapport à ce que vous disiez, Yves Lévy, quand vous parliez de solutions technologiques finalement à ces problèmes d'accès à l'eau douce. Il y a quand même, maintenant on le voit aussi, une défiance par rapport à la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là avec des gens qui ont une certaine défiance vis-à-vis de la science et de même parfois de la démarche scientifique, et puis cette demande de plus de technologie comme solution. Comment est-ce que vous le vivez en tant que chercheur? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce qu'il y a eu un changement ces dernières années par rapport à la perception de la recherche Oui. Yves Gaudin? Oui, non, ce que je veux dire, c'est que, bon, on doit le prendre pour nous aussi, hein, mais on est peut-être un peu responsable de ça. Bon, je suis peut-être le plus pessimiste autour de cette table, mais bon, j'ai une vision très, très étroite des problèmes. Mais disons que je pense que ce qui manque dans nos communautés, c'est quand même la culture scientifique, et surtout aussi la compréhension de ce qu'est la démarche scientifique. Quand on a dit les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, sur la science, globalement, sur le socle de nos connaissances, je pense que globalement, tout le monde était d'accord, on était face à un virus respiratoire. Il y a eu quelques personnes qui ont eu une aura médiatique et qui se sont peut-être mis en valeur en prenant des positions opposées
mais 95% des virologues et épidémiologues étaient d'accord sur ce qui se passait. On a peut-être donné aussi la parole aux 5% qui n'étaient peut-être pas forcément les plus fiables. Mais globalement, ce qui est important, c'est quand même que les gens comprennent ce que c'est la démarche scientifique. La controverse est au cœur de la démarche scientifique. C'est-à-dire que, on pourrait revenir sur le débat de l'hydroxychloroquine qui a été très très symbolique, hein, mais je dirais, bon, je pense que pas mal de virologues connaissaient déjà l'hydroxychloroquine, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on savait comment ça marchait en culture cellulaire. Hein, mais on savait aussi que tous les essais qui avaient été menés sur les virus n'avaient jamais marché. Il était quand même légitime de la tester. Ça, c'était indéniable. Peut-être que ça aurait pu marcher sur le SARS-CoV-2. Très vite, les premières études montrent que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Donc, je pense que le chercheur, le professeur Raoult, pour ne pas le nommer, qui avait proposé ça, aurait dû dire, bon écoutez, oui, bah, après les premiers essais, effectivement, ça ne marche pas. Et ça aurait été, et la polémique se serait arrêtée là. Mais prendre à témoin la population, je pense que quand il n'y a pas, justement, je maintiens que moi, à la fin de cette crise, le nombre de personnes qui savent exactement ce qu'est un virus n'est pas beaucoup plus élevé qu'au début de la crise, et je pense qu'on est peut-être tous un peu responsables, les virologues les premiers, mais les médias aussi, il faut que chacun prenne sa part. Et donc, effectivement, si on prend à témoin avec des arguments d'autorité la population, c'est pas bon, c'est le contraire de la démarche scientifique. Donc, il faut élever le niveau de connaissance scientifique en population, chez les décideurs aussi, parce que les décideurs peuvent être influents. On a bien vu que les décideurs écoutaient aussi Raoult, comme Toussaint, enfin, je ne voudrais pas, mais c'est compliqué, c'est compliqué. S'il n'y a pas les bases scientifiques, n'importe qui peut prendre la parole, dire « mais moi j'ai publié tant d'articles, je suis un expert », le public ne sait même pas, et les médias non plus ne savent même pas d'ailleurs sur quoi se repose ce statut d'expert. Je veux dire, qui connaît PubMed enfin, dans le grand public, voilà. Donc vous voyez, on a beaucoup de problèmes aussi dans la façon, à mon avis, d'organiser la science, de voir où est l'expertise, quoi. Ça, c'est très important, et c'est un vrai métier, je pense que c'est une vraie tâche qui nous attend, parce que on a manqué dans ce domaine-là. Il y a eu des fautes voilà, qui impliquent tout le monde, hein, le milieu scientifique, les médias, les décideurs. Oui, bien sûr. C'est d'autant plus compliqué que là, c'était, entre guillemets, une situation relativement simple. Je caricature, mais je veux dire que c'est une situation qui n'était pas très compliquée à comprendre. Et les sujets dont on débat aujourd'hui, de santé globale, les implications, les tenants, les aboutissants sont parfois beaucoup plus compliqués à percevoir. La complexité est vraiment beaucoup plus importante sur ces sujets-là. Et c'est quelque chose qui va avoir d'autant plus, j'imagine, ça va être d'autant plus compliqué à imposer ça dans le débat public. On n'est pas sur du noir ou du blanc. Voilà. Yves, vous vouliez prendre la parole. Oui, je ne veux pas non plus qu'on donne le sentiment que toute la faute tombe sur les chercheurs. Parce que là, on parle beaucoup de notre communauté de la recherche. Alors, si on parle de la France, on est quand même un pays dans lequel la formation d'un certain nombre de responsables, de hauts responsables, ne se fait pas par la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on a une séparation entre, par exemple, le monde de l'ingénierie et le monde universitaire qui n'existe pas dans d'autres pays. Et on a aussi cette méconnaissance un peu des besoins de la recherche qui viennent d'être exprimés. C'est-à-dire que les gens ne savent pas, quand on sort un résultat scientifique, on va le soumettre aux autres, tout ça est discuté, est examiné. Enfin, il y a tout ce travail d'expertise commun avant que les choses sortent dans le public. Et quand vous disiez il y a une défiance vis-à-vis de la technologie, elle a toujours existé. Hein. Bon, on va pas revenir à la locomotive à vapeur qui faisait peur à tout le monde, etc. Elle a toujours existé, la peur de la nouveauté. Et elle est parfois à juste titre. Et puis la peur, elle est naturelle. Ce qu'il faut derrière, c'est que le public se sente en confiance parce qu'il sait qu'il a en face de lui des agences sanitaires avec une expertise rigoureuse, avec une expertise collective pour éviter le cas qu'on vient d'évoquer tout à l'heure du je suis tout, je sais tout, je suis le meilleur et écoutez que moi, parce que là on tombe dans un système de gourou et on baigne dans l'irrationnel, lequel irrationnel n'est toujours pas terminé, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer en se disant ça va se calmer. Ben non, ça continue. Donc on a ce besoin absolument de faire en sorte que les décideurs, quels qu'ils soient, que ce soit un maire, un préfet, un PDG d'entreprise ou autre, connaissent justement cette formation par la recherche, par l'esprit scientifique, par l'objectivité,
pour pouvoir faire son travail dans une objectivité correcte. Et quand on parle par exemple de développement durable, rien que sur le mot développement, il faudrait déjà qu'on soit tous à peu près en phase, parce que développer, ça ne veut pas dire tout casser. Et quand on dit aux gens, attention, il faut faire du développement durable, les gens pensent surtout développement, ils oublient le reste. Or, aujourd'hui, quand on parle de santé, et surtout de la santé globale et celle de la planète, il faut que ces développements se fassent dans des objectifs qui sont ceux en particulier définis par les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui est de poursuivre dans notre espérance de vie, poursuivre dans la qualité de notre vie. Et je vous rappelle que la santé, au moins la santé humaine, elle est définie comme un état de bien-être total physique, mental et social. Et on pense beaucoup au physique, on pense moins au mental et on oublie souvent le social. Et donc on a aussi cette globalité-là qui fait qu'évidemment, notre société, on doit se la prendre en main et se la faire évoluer dans un système dans lequel on sache préserver tout cet ensemble. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un point important que vous avez soulevé, c'est la question de la confiance dans l'autorité de régulation, dans les autorités sanitaires. Est-ce que là, en matière de santé globale, on n'a pas un point qui achoppe un peu? Enfin, je veux dire, les gens, en tout cas une partie de la population, on ne peut pas généraliser, mais on a l'impression qu'ils ont perdu cette confiance dans les autorités. Est-ce que pour parler de santé globale, il va pas falloir restaurer cette confiance, et comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous avez... Notre collègue veut prendre la parole? Oui. Oui, je voulais juste intervenir sur la question de comment on fait la recherche, comment restaurer la confiance dans la recherche. Mais juste l'exemple de l'hydroxychloroquine, on l'a vu, c'était un scandale. Le problème, c'est que peut-être c'est de plus en plus difficile de se concentrer sur la méthodologie scientifique et, si on veut dire, de s'isoler pour faire de la science et après communiquer et s'engager avec la société. On a du bruit autour de nous. Et naturellement, c'est très, très important, la communication, l'engagement avec la société, etc. Mais comme chercheur, on doit rester sur la méthode, sur le rigueur scientifique, etc. Après, justement, Yves Gaudin a souligné que c'est le cœur de la recherche, le débat scientifique, la discussion scientifique. Mais la discussion scientifique doit rester sur les méthodes, sur les données, etc. Et sur l'hydroxychloroquine, bien aller au-delà de tout ça. On l'a vécu directement dans notre équipe de recherche. Un chercheur a publié une méta-analyse sur l'hydroxychloroquine qui a montré clairement qu'il n'y a pas d'évidence d'effet. Et il y a eu des attaques personnelles. C'est vraiment, maintenant, ça a devenu vraiment, vraiment difficile de faire de la recherche dans ce contexte-là. Je voulais juste aussi aborder un autre sujet par rapport au fait que aussi on a des difficultés à apprendre aussi du passé. On l'a vu sur les infections. On savait qu'il y avait le risque d'une pandémie depuis des décennies, comme l'a bien dit Gaudin, les autres. Mais bon, on le voit aussi dans mon domaine, les maladies chroniques et l'épidémie du tabagisme qu'on a vu le XXe siècle et lié à ça l'épidémie de maladies chroniques liées au tabagisme. Et malheureusement, on a fait des progrès dans plusieurs pays, mais le tabagisme c'est encore là. Et on voit certains pays, dans les pays en développement, il y a une épidémie de tabagisme, etc. Donc, on a vraiment de problèmes sur ça. Et aussi, vous avez parlé de la rentabilité. Si on pense à la rentabilité de diminuer ou aller à zéro en termes de prévalence du tabac, ça serait la chose peut-être la plus rentable pour les systèmes de santé. Mais on a encore des problèmes à comprendre ça. Peut-être c'est le fait qu'on a des problèmes à comprendre le concept de risque et agir sur le concept de risque. Parce que encore maintenant, on voit des personnes qui indiquent je vois une personne qui a fumé pour 30 ans et il n'y a pas de tumeur
poumon, et on sait que le tumeur du poumon serait une maladie rare sans le tabac. On est encore là. Oui, on peut faire des parallèles avec ce qui est en train de se passer pendant l'épidémie, où les gens ont encore du mal à comprendre le risque statistique et pourquoi on doit justement être précautionneux, maintenir les gestes barrières. Madame Angèle Gaillard, je vous en prie, vous voulez prendre la parole? Oui, je voulais juste m'exprimer sur quelque chose qui est, à mon sens, un petit peu sous-jacent aussi à ce qui s'est passé pendant la crise, c'est la différence de temporalité entre des décideurs publics qui doivent prendre voilà, des décisions à l'échelle de toute une population et une recherche, au fond, qui a un peu pas encore eu forcément la bonne temporalité pour apporter toutes les solutions les plus robustes et les plus validées sur le long terme. Et là, cette méthodologie dont on a besoin en sciences, elle se heurte, et c'est ce qui s'est passé pendant la crise, au fond, elle se heurte au fond à des décisions politiques qui ne sont pas du tout sur la même temporalité. Et ça crée une difficulté structurelle, au fond, entre la manière dont la science a besoin de fonctionner, a besoin de réfléchir, a besoin de se challenger sur les résultats, et des décisions qui doivent, au fond, être prises à court terme. Voilà. Et ce qui est essentiel, c'est, au fond, que la temporalité, elle reste compatible avec le métier de scientifique, même en période de crise. Et là, on a probablement été en limite, et on est peut-être toujours en limite de cette, je dirais, compatibilité des temporalités. Et ça, c'est un point de vigilance extrême en sciences. Et je dirais qu'il y a un domaine de recherche qui a complètement explosé depuis une dizaine d'années, c'est tout le domaine des microbiomes, par exemple. C'est-à-dire que voilà, tous les êtres vivants sont entourés de leur cortège de communautés microbiennes qui vivent de manière commensale, symbiotique, qui peuvent devenir pathogènes. C'est un domaine qui est rentré dans, je dirais, la société très rapidement. Mais on a encore très peu de réponses sur comment moduler, comment les comprendre, comment savoir, comment utiliser cette information pour faire du diagnostic, pour faire de la médecine, pour faire de l'élevage. Voilà. Et là, il y a une sorte de questionnement intense de la société sur des résultats qui sont en cours d'acquisition, pas forcément encore complètement suffisamment robustes pour être utilisés, très 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 prometteurs. Et là, il faut qu'il y ait une temporalité qui soit compatible avec et des bonnes décisions et puis de la bonne science. Voilà. Et c'est peut-être là où est le problème, parce que vous parliez des microbiomes, ça n'empêche pas certains de s'emparer déjà de la question. On a vu ce qui s'est passé avec les probiotiques, avec des résultats qui étaient annoncés sur la santé, qui finalement pu être, qui ont fait, enfin des gens qui ont dû faire machine arrière ensuite. Est-ce que c'est pas le problème aussi de la science qui donne sur des questions aussi complexes que ça, surtout un intervalle de confiance entre guillemets, qui donne des résultats qui sont jamais tranchés, mais des probabilités de résultats. Si on appuie sur tel levier, si on tire sur tel levier, on va avoir tel résultat. Est-ce qu'on peut imaginer, sur des thèmes aussi complexes que la santé globale, donner les réponses qu'attendent soit les décideurs, soit la population, ou est-ce qu'il faut au contraire expliquer que tout restera toujours dans la complexité et qu'on sera sur... Oui, Yves Lauzin. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'homme n'est pas un animal probabiliste. Hein. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a vu aussi au cours de cette crise, c'est émerger l'expérience personnelle au détriment des statistiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, et même dans le milieu médical, je ne parle pas du milieu de la recherche, bon, on en a un petit peu parlé, mais des médecins qui ont vu passer 10 patients Covid, qui leur ont donné à tous les 10 de la vitamine C, par exemple, je caricature un peu, hein, mais à peine, hein, et qui disent c'est la vitamine C qui a sauvé mes patients. Moi, j'ai mis au point ma propre, et on l'a vu passer à travers les réseaux sociaux, hein, des médecins qui s'affichaient. Je pense qu'on a un vrai problème avec les statistiques. C'était même effectivement bon, Pardon, je coupe, mais c'était même revendiqué. Des médecins qui disaient que la médecine, c'était de cette façon, enfin, qui s'affranchissaient complètement des statistiques, et c'était ce qui était assez surprenant, mais je vous laisse continuer. On va dire que la médecine, c'est une pratique, c'est un art. La recherche, c'est autre chose. Voilà. Donc, il y a un droit du médecin à prescrire s'il pense que ça va améliorer l'état de son patient. Néanmoins, je pense qu'effectivement, bon, il y a eu des exemples remarquables, hein, sur, par exemple, vous savez cette enquête qui avait révélé, entre guillemets, que le chocolat ne faisait pas grossir. Vous savez, parce qu'en fait, si vous ne
si vous prenez une trentaine, si vous faites des statistiques, vous posez plein de questions, et puis vous corrélez, vous en posez 30 autres, etc. Et si vous prenez une probabilité, si vous arrêtez la fameuse probabilité seuil de 5%, si vous avez posé 30 questions, statistiquement, il y en aura peut-être une, peut-être deux, peut-être même trois, qui vous montreront que, bah oui, là c'était le chocolat ne fait pas grossir, mais il y aurait pu y avoir plein d'autres choses. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des biais statistiques que les gens ne connaissent pas du tout. Il y a des biais dans la façon de présenter les données, même, enfin, tout simplement autour des vaccins. Vous avez vu cette compétition récente, 94-95%. Mais quand vous regardez les effectifs, ce n'est pas statistiquement différent. Hein. Je veux dire, à partir du moment où vous aviez plus de 85, vu les effectifs à l'heure actuelle qui ont été réellement protégés, hein, en comparant la population placebo et la population qui avait reçu le vaccin, 94-95%, ça n'a aucune différence. Et donc aussi, cette communication à tout crin, et je sais bien que les chercheurs ne sont pas les premiers, mais parfois on a quand même tendance à pousser aussi un peu nos datas en avant d'avoir cette force statistique. Et on constatera aussi qu'au niveau de cette crise, on a eu beaucoup, je dirais, d'essais thérapeutiques qui n'avaient pas la puissance statistique. Il aurait fallu faire des cohortes beaucoup plus importantes, mais tout le monde, je dirais, toutes les universités ont voulu se positionner. Parfois, au lieu de viser des grandes cohortes nationales, voilà. Donc on a aussi nous, on doit aussi, malgré tout en tant que chercheur, on n'est jamais complètement irréprochable et on a tous nos biais. Mais c'est clair que l'homme n'est pas un animal statistique. Oui, ce qui va poser problème pour la compréhension de cette complexité dont nous parlions juste avant. Oui, Yves Lévy. Ça va m'amener inévitablement à revenir toujours sur les mêmes fondamentaux, à savoir qu'il faut qu'à l'école, on forme les enfants à l'intelligence pour accueillir tous ces enjeux nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de développement durable, quand on parle de santé globale, même quand on parle de santé, faire un cours à l'école au niveau de la 6e, par exemple, pas au moment de l'adolescence, parce que là, c'est trop tard, pas trop tôt, parce que ils auraient du mal à intégrer le concept, mais intégrer ces éléments-là avec les statistiques, avec la notion aussi d'incertitude, dès l'école, il faut y travailler maintenant. Peut-être profitons de cette crise pour introduire à l'école un enseignement de santé. Alors là, je parle de la santé humaine, mais on peut la globaliser sur une seule santé. De manière à laisser dans la tête de ces enfants tous les fondamentaux. Moi, quand j'étais môme et que je prenais le bus, il y avait écrit un gros écriteau « Défense de cracher », parce que c'était la fin de l'époque, désolé, ça ne me rajeunit pas, mais c'était la fin de l'époque de la tuberculose partout. Et ça rigolait pas avec la tuberculose, parce que les gens voyaient mourir leurs enfants. Aujourd'hui, ça paraît très loin, et pourtant la tuberculose, elle est toujours présente au niveau mondial, et même en extension, parce que c'est aussi considéré comme une maladie sociale à cause de la pauvreté, de la promiscuité, etc. Et donc, l'enfant qui aura dans sa tête cette notion de statistique, de relativité, avec les mots bien sûr qu'il peut comprendre, par rapport à l'enjeu principal qui est la santé est un bien le plus précieux dont on dispose, même après la période d'adolescence qui sera plus difficile, ça lui restera dans la tête et ça peut s'améliorer. On parlait tout à l'heure du tabagisme et cannabisme, puisque les deux sont responsables du cancer du poumon. C'est une catastrophe en termes d'épidémie chez les jeunes femmes. Enfin, chez les femmes maintenant, parce que c'est celles qui ont commencé à fumer il y a 30 ans qu'on voit aujourd'hui apparaître dans l'épidémie de cancer du poumon. C'est hallucinant ça, et on ne peut pas continuer à rester comme ça. Donc ça veut dire que sur tous ces enjeux qu'on évoque, on a besoin d'actions immédiates dans des tas de domaines, mais on a surtout aussi besoin d'un fondamental à l'école pour que les générations qui arrivent aient intégré ça de manière les plus efficaces possible. Justement, je vois que l'heure passe, on peut peut-être faire un petit tour pour, selon vous, quels sont les fondamentaux, donc, outre celui-ci, une intégration dans les enseignements au plus tôt de toutes ces notions. Quels sont selon vous les fondamentaux pour que les gens prennent conscience de ces enjeux de santé globale, les fondamentaux à pousser dans les années qui viennent? Donc l'éducation principalement, on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur le financement de la recherche, sur l'anticipation, la formation des décideurs? Je ne sais pas si on peut, pour chacun d'entre vous dans vos domaines. Oui, Gianluca Severi, vous voulez? Deux choses. Pour répondre à la question, bien sûr, je pense l'éducation à la méthodologie de la recherche, à la statistique, etc., que a souligné Yves Lévy.
et qui est très lié naturellement à ce qu'a dit Yves Gaudin sur l'incertitude, les biais dans les études. Et ça, pour moi, je pense que ça fait vraiment partie de la démarche scientifique, du débat scientifique, parce que les scientifiques peuvent vraiment, c'est nécessaire de voir les limitations des études et d'essayer de concevoir des études qui peuvent répondre à ces limitations des études précédentes. Ça, c'est la démarche scientifique. Le problème, c'est que, comme je disais avant, quand on va au-delà du débat scientifique, ces aspects d'incertitude, de probabilité, etc., peuvent être, d'un côté, mal compris par la société pour des problèmes qu'il n'y a pas les moyens, la compréhension de la probabilité, etc., mais aussi peuvent être manipulés. Et on l'a vu clairement, par exemple, dans l'histoire sur le tabac, les stratégies de multinationales du tabac qui ont essayé. Là, même si là, il y avait un effet tellement fort que c'était vraiment difficile de manipuler les données. Là, de plus en plus, quand on rentre sur la complexité, c'est de plus en plus facile de manipuler des données parce que l'incertitude devient de plus en plus large. Le deuxième point, c'est que certainement l'autre point important, la transdisciplinarité. Et je pose juste un exemple sur le fait que nous, en épidémiologie des maladies chroniques, on estime le risque, par exemple, ou le bénéfice de diminuer, par exemple, de 20% la consommation de viande rouge, de charcuterie, que ça a un impact sur les différentes maladies, on va les quantifier, etc. Mais maintenant, on se pose aussi la question, OK, si on diminue de 20% la consommation de ça, on va améliorer la santé, mais aussi on va peut-être améliorer la santé des animaux. Peut-être on va avoir, certainement, on va avoir un impact sur l'environnement. Et aussi, qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique, etc. Et quand on se pose ces questions, on ne peut pas répondre nous, on peut seulement commencer à discuter avec des experts de l'écologie, des experts de l'élevage, etc., etc. Et justement, une experte de l'élevage veut reprendre la parole, je vous en prie, Claire. Plein d'autres experts. Mais au fond, ce qui vient d'être dit, ça me fait rebondir sur le fait que je pense que pour progresser, il ne faut pas établir de hiérarchie d'importance sur les différents domaines qui concernent la santé dans son acception la plus vaste possible. Et ça, je pense que c'est majeur d'éduquer à ça aussi. C'est-à-dire que quand on va parler de santé de l'environnement, même si c'est un terme, au fond, assembler ces deux mots, c'est relativement récent, par rapport à la santé publique, par rapport à ce qui peut se passer en élevage vis-à-vis des grandes cultures et des plantes, je pense que accorder une importance équivalente à chacun de ces secteurs comme étant, au fond, l'ensemble qui va contribuer à ce que éventuellement au produit de sortie, ce soit les hommes qui en bénéficient, et puis en même temps l'environnement et la planète qui, comme rappelait Jeanne Lecomte, a ses propres limites. Je pense que ça, c'est très important parce que parfois, les communautés de recherche qui sont impliquées dans chacun de ces secteurs-là sont un peu repliées sur elles-mêmes, pensant être incomprises des autres communautés de recherche. Donc, je pense que d'un côté, ouvrir un petit peu les vannes pour rappeler ce qui vient d'être dit précédemment et montrer qu'au fond, il n'y a pas de hiérarchie d'importance et que tout est important. Je pense que ça, c'est des clés aussi pour qu'on puisse progresser ensemble, dans cette notion de santé globale. Et ensuite, il va falloir définir les métiers. Parce que, alors, je voudrais peut-être faire un peu de publicité pour l'Université Paris-Saclay, mais elle a au moins la vertu d'avoir au fond, une très bonne représentation de chacun de ces secteurs dont on vient de parler, qui vont concourir à la santé dite globale. Donc ça, c'est un atout très important de cette université. Mais en même temps, maintenant, la réflexion sur, d'accord, l'université, elle doit former des jeunes, elle doit former à des métiers. Et au fond, comment on va définir les métiers par rapport à ces besoins pour une approche globale pour la santé? Je pense que ça, c'est aussi des questions qu'il faut qu'on se pose. Je suis pas sûre qu'on sache actuellement très très bien comment définir ces nouveaux métiers qui pourront être associés à ces approches globales pour la santé. On a peut-être des idées déjà, mais ça va faire partie aussi de points importants à réfléchir pour avoir des professionnels de ces approches. Merci.
Effectivement, une des difficultés, j'imagine, c'est de prévoir, ce qui est difficile de faire, mais on peut prévoir, avoir une approche probabiliste là aussi pour prévoir ce qu'il va falloir financer en priorité, parce que malheureusement les financements ne sont pas extensibles, tout en gardant en tête effectivement que rien n'est forcément plus indispensable qu'autre chose. Yves Gaudin, vous vouliez prendre la parole? Oui, on a parlé d'éducation, mais en France, et je dirais dans beaucoup de pays, l'éducation s'arrête à votre dernier diplôme. Et ça, c'est un problème parce que il suffit d'ailleurs de le voir hein, pour les personnes un peu âgées qui ont quitté le monde numérique. La situation actuelle est très complexe parce qu'en fait, il n'y a pas d'éducation au monde. Il n'y a pas d'éducation au monde, il n'y a pas d'éducation au niveau concept. Quand on discute à l'heure actuelle du fameux vaccin ARN messager, qui sait dans la population ce qu'est un ARN messager hein? Donc je pense qu'il faut à un moment d'abord, il faut vraiment que l'école, hein, c'est-à-dire, je veux dire, jusqu'à la fin du collège et du lycée probablement, on donne des bases qui permettent ensuite d'évoluer. Peut-être qu'on a glissé aussi parfois vers des enseignements de type trop pointu et qui ne sont pas forcément, enfin, je renie pas parfois le petit truc pointu qui va attirer l'attention et émerveiller les élèves, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut vraiment rester sur les bases, on en revient toujours aux mêmes choses, les mathématiques, développer l'esprit critique. Et puis, effectivement, il y a la fac ensuite qui permet de se spécialiser. On n'aime pas trop ça, mais c'est vrai que c'est à la fac quand même qu'on apprend un métier, normalement, enfin, dans les études post-lycée. Mais je pense que ce qui manque, c'est la capacité pour la population de trouver une information fiable et aussi d'avoir le temps de se former. Alors, par exemple, il y a d'excellentes, sur YouTube, il y a d'excellentes chaînes de vulgarisation scientifique. Hein. On peut songer à David Louapre, par exemple, qui est quelqu'un d'extraordinaire, le fameux site Science Étonnante. Je veux dire, c'est magnifique. Il y a aussi, pour ceux qui connaissent la tronche en biais, il y a les zététiciens qui développent cet esprit critique. Mais on voit bien qu'ils ont aussi leur petit noyau de fans et que c'est tout le temps les mêmes personnes. On a besoin de mettre dans la population de la connaissance scientifique et d'aller au-delà à 23 ans, finalement, on n'apprendrait plus rien. On n'est pas forcément aidé par les médias et par certaines émissions, c'est vrai, et finalement, tout le monde admire Arte, mais les gens regardent Hanouna sur C8, je caricature un peu, voilà. Oui, on voit bien que c'est un problème qui est complexe, d'autant que sur YouTube, on trouve aussi énormément de sites conspirationnistes, enfin de chaînes conspirationnistes, de chaînes complotistes, et qui sont en compétition chez les jeunes publics avec ces chaînes très, très intéressantes que vous venez de mentionner. Yves Lévy ? Oui, pour continuer dans la même lignée, toujours dans ce besoin de se ramener aux fondamentaux, en fait, autrefois, les gens s'appropriaient leur quartier ou s'appropriaient leur village, quoi. Et la fontaine au milieu du village où on allait chercher l'eau, personne ne s'amusait à aller la polluer parce qu'on savait que c'était un fondamental de survie de l'ensemble du village. Et finalement, on a fait évoluer les choses à notre plus grand bénéfice où chacun tourne son robinet ou autre, sans se préoccuper de la globalité de cet ensemble. Et on le voit bien aujourd'hui avec le développement des marchés locaux, la réappropriation un peu de la production agricole locale. C'est quoi? C'est simplement une prise en compte aujourd'hui du fait qu'on doit être capable de maîtriser autour de nous la qualité de ce qui va impacter sur notre vie. Et c'est ça qu'il faut réussir à diffuser. Donc évidemment, c'est la continuité de ce que je disais sur l'école. C'est-à-dire que si à l'école on n'apprend pas ça, les enfants vont pas l'initier. Alors vous me direz, c'est beaucoup plus difficile dans un grand quartier moderne d'une grande ville que dans un petit village. Mais enfin, ça s'enseigne, ça. Et donc, il ne faut pas que ça soit considéré comme certains vont dire, le retour à la caverne et la bougie. Il ne faut pas que ça soit considéré comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est du positif dans un bouleversement de notre organisation et de notre société que tout le monde doit pouvoir accepter parce que le bienfait, c'est un bienfait mental, social et physique pour tout le monde. Et ça c'est vraiment extrêmement important. Mais évidemment, ça va à l'encontre d'un certain nombre de lobbies. Et par exemple, à un moment, il faudrait pouvoir interdire de la communication à outrance sur des sujets qui sont inacceptables, ou quand on vous dit, par exemple, on construit un immeuble en béton et on vous met un toit végétalisé, ça y est, c'est super environnemental et tout et tout.
à un moment, le public n'est pas stupide, il se rend bien compte que derrière, il y a des tonnes de béton qui ont été construits et que ce n'est pas parce qu'on a mis un peu d'herbe sur le toit que la ville est sauvée. On a des urbanistes qui ont passé leur temps à nous expliquer qu'ils inventaient la ville du bonheur du futur. On voit aujourd'hui un certain nombre de catastrophes et vous imaginez ce qui va se passer en Chine, dans les mégapoles, dans 30 ans avec l'habitat qui va vieillir. Donc ça va être terrible. Donc tout ça, ça fait qu'on doit se réapproprier la qualité de notre vie autour de nous. Et quand on dit que je dis on, ça veut dire les citoyens votent et ils vont donc élire des gens qui vont se préoccuper de leurs préoccupations et pas d'autres. Donc c'est vraiment, toujours pareil, la logique. Hein. L'intelligence dès l'enfance, elle s'enseigne à l'école pour tout le monde, de manière à rendre l'esprit critique, à lutter contre l'irrationnel, à accepter que la science soit quelque chose qui demande du temps, et accepter l'expertise collective et la lutte contre les fausses informations et les théories du complot. Mmh. Oui, rétablir au final la confiance dans les institutions et les décideurs à terme, j'imagine. Oui, Gianluca, c'est vrai. Oui, je voulais juste, j'étais vraiment intéressé à écouter ce que Yves Lévy a dit par rapport aux nos villes, comment nos villes sont organisées et se développent, le béton. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a parlé initialement de l'exposome. Et dans l'exposome, maintenant, on met beaucoup de choses qu'avant, on ne regardait pas comme des expositions. Maintenant, on s'occupe, par exemple, en particulier des espaces verts, avoir à disposition des espaces verts proches de nos habitations, de nos résidences, l'influence sur plusieurs maladies. Donc des espaces verts où on peut faire de l'activité physique et certainement pas du vert dans des gros bâtiments. Et en plus, l'exposition au bruit. Et donc, naturellement, comme la ville est organisée, influence l'exposition au bruit, l'exposition à la lumière, etc. Et donc, l'impact sur la santé. Et donc, ce sont des thèmes vraiment de recherche qu'on aborde maintenant et font partie de la complexité de l'exposome dont on a parlé avant. Mmh. Oui. Et la question ça me fait penser aussi à toutes les réflexions qu'il y a eu ces dernières années sur la question de la biodiversité en ville aussi, qui apporte aussi quelque part à la santé, parce que le fait d'avoir des oiseaux, des animaux, ça aide aussi, à se sentir mieux dans son quotidien. Et ouais. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole sur ces questions fondamentaux. Jeanne Lecomte, peut-être, pour conclure, je ne sais pas, on approche de la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon parmi les gens qui nous regardent encore, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas, et on a encore quelques minutes pour les prendre. La seule question que je pourrais avoir, mais en tout cas la remarque, c'est qu'effectivement on a brassé sur des questions très vastes qui concernent la santé, et c'était l'objectif. C'est l'objectif de ce webinaire. Maintenant, il n'y a pas de questions et je suis très surprise qu'il n'y en ait pas sur le Covid-19. Donc, je vais peut-être revenir aux sources, mais de manière générale, si on revient à ces questions de pandémie, et si on avait à redébobiner tout le temps, quelles seraient pour vous les voies possibles, en tout cas de recherche, voire même de préconisation, pour anticiper une future pandémie. Donc là, si on se plaçait en amont, on rembobine, je pense que ça peut recouvrir un certain nombre de choses qu'on a déjà vues avant. Donc voilà, c'est un peu la question que je voudrais vous poser à tous. Je peux répondre en tant que virologue. Hein. Ce qui est clair, c'est que ce qui a déclaré la pandémie, alors on va virer toutes les théories complotistes, hein, virus non naturel et même virus naturel qui aurait été stocké en laboratoire. Je pense que tout indique qu'il s'agit réellement d'un virus naturel qui venait de l'environnement périurbain, voire même plus lointain. En tout cas, le vrai problème à l'heure actuelle, c'est la rencontre d'un monde ultra moderne, avec une densité de population très élevée, un oubli aussi de ce qu'étaient les épidémies du passé, un oubli des gestes de base qui relèvent de l'hygiène,
avec une ruralité, enfin qui existe encore et qui existe. Et la Chine est vraiment emblématique pour ça, hein, parce qu'il y a vraiment, c'est un pays très inhomogène en matière de mode de vie, hein, entre quasiment le yuppie des grandes villes et le paysan qui continue à vivre comme dans son environnement comme on vivait il y a 200 ans. En fait, très clairement, on sait qu'en permanence, il y a des coronavirus et d'autres virus de chauve-souris. Est-ce qu'ils arrivent directement dans la population humaine ou par des animaux intermédiaires? Ça, c'est pas clair. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il y a une exposition constante de ces gens à des coronavirus. On trouve des anticorps dirigés contre les coronavirus de chauve-souris. On trouve beaucoup de syndromes de type respiratoire. Il y avait une enquête qui avait précédé la crise, donc qui d'ailleurs qui a été publiée en septembre 2019 et qui disait « Attention ». Eh bien, en fait, on est dedans, mais il n'est pas du tout exclu qu'on se retrouve face à la même chose. Et c'est vrai que malheureusement, dans cette épidémie, finalement, les coupables, c'est effectivement, c'est pas l'industrie, c'est l'élevage traditionnel, le contact avec les animaux sauvages qu'on ramène au sein du village, qui encore une fois par le passé donnait une épidémie locale, mais qui maintenant avec le contact du village avec la grande ville et puis le fait qu'on prenne son petit déjeuner à Pékin et son dîner à Paris, pour certaines personnes, eh bien, on a tous les ingrédients pour avoir une situation explosive. Et malheureusement, si on n'est pas vigilant, on risque de connaître ça de nouveau dans les années qui viennent. Alors, oui, ce que vous dites d'ailleurs, ça me fait penser à un chiffre que nous avait donné un des chercheurs qu'on avait interviewé au tout début de la pandémie. En Chine, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de ligne à grande vitesse. Aujourd'hui, il y en a 33 000 km, ce qui veut dire que les distances sont extrêmement réduites entre les différentes régions, ce qui favorise évidemment les émergences dans des proportions qui n'avaient jamais existé avant. C'est juste pour l'anecdote, mais je vous en prie, Yves. Oui, non, par rapport à ce que disait Jeanne Lecomte, c'est-à-dire la prévention, en fait, avant, on avait tous les ans une épidémie de la grippe. Bon, il se trouve que cette année, pour l'instant, elle est un peu calme. Une épidémie de la grippe avec des mortalités dans les EHPAD, des mortalités chez les personnes âgées. Bon, finalement, ça passait inaperçu. Et c'est comme ça tous les ans. Et quand on montre aux étudiants les courbes chaque année de l'épidémie, on peut avoir 1 million de personnes touchées. Ça ne veut pas dire 1 million de morts, 1 million de personnes touchées. Et pourtant, on prend le métro tous entassés, personne n'a de masque. Et pour ceux qui sont allés au Japon, c'est toujours surprenant de voir que ceux qui sont malades au Japon portent un masque pour protéger les autres. C'est une forme de respect vis-à-vis des autres. Et donc, quand en cours de santé publique, on apprend à des étudiants qu'il faut, en plus à des futurs pharmaciens qui doivent l'apprendre aux autres, qu'il faut se laver les mains, respecter l'hygiène corporelle et tout, je voyais les grands sourires dans les amphithéâtres, alors qu'en fait, aujourd'hui, à mon avis, tout le monde a bien compris. Déjà, la grippe aviaire a permis à un certain nombre de gens de comprendre que se laver les mains, c'est quand même pas si mal, quoi. Et donc, en termes de prévention, il y a évidemment la surveillance internationale qui doit être honnête et transparente pour qu'on soit alerté le plus vite possible, et mieux que ce qui a été fait là maintenant. Et puis, il y a ces fondamentaux d'hygiène corporelle et à rappeler systématiquement à tout le monde, non pas comme étant des vieilleries de l'hygiène d'autrefois, mais comme étant des éléments simples à acquérir dans notre vie de manière à pouvoir limiter ces transmissions. Et là, on parle que des maladies transmissibles. Il faudrait aussi qu'on évoque toutes les maladies non transmissibles. Et vous vous souvenez des tollés quand on a expliqué qu'il fallait supprimer les distributeurs de Coca-Cola dans les écoles et les lycées. C'était une atteinte à la liberté. On allait ruiner ces pauvres sociétés multinationales alors qu'on essayait de lutter contre l'obésité chez les enfants, quoi. Donc, il y a vraiment un besoin de tout simplement rendre les choses naturelles et banales dans la tête de la population, qui sache que c'est pour leur bien-être et non pas quelque chose qu'on cherche à leur imposer parce qu'on veut casser leur liberté. Sur cette question de la prévention d'une future crise, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose encore? Oui, je vous en prie. Madame Angèle-Gaillard. Ah, votre micro. Voilà. Juste, dans mon domaine, au final, ce qui est vraiment majeur, c'est tous les réseaux de surveillance sanitaire. Donc ça, c'est des choses qui sont ultra développées dans tout ce qui est santé vétérinaire. Et donc ça, c'est des choses qui sont absolument majeures. Il y a des observatoires, il y a des surveillances permanentes. Et peut-être qu'effectivement, la surveillance de tout ce qui est animaux sauvages, ça doit se développer encore davantage. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en corollaire de ça, il faut progresser dans vers des systèmes de production à la fois culture, animaux, mais qui soient
qui soit adaptable en fait face à des situations qui sont pas tout le temps optimales, parce qu'il y a des pressions pathogènes effectivement qui évoluent. Donc au fond, on va pas passer notre temps à dire on va abattre dès qu'il y a enfin, il faut essayer d'avoir des systèmes de production qui soient le plus résilients possible et résistants possible à toutes les diverses pressions auxquelles ils sont soumis, de manière à quand même être en situation de pouvoir assurer la sécurité alimentaire mondiale. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur, quoi. Donc il y a ces deux aspects, avoir les systèmes de surveillance, mais aussi améliorer les systèmes de production pour qu'ils soient davantage, qu'ils puissent s'adapter à des environnements non optimaux, voilà, tout en maintenant leur capacité de production. John Lucas, c'est vrai. J'ajoute juste un mot sur le fait que, à côté du fait d'essayer de prévenir une épidémie et une pandémie, on peut apprendre beaucoup, et c'est un peu l'objectif du projet que j'ai mentionné, si on aura une épidémie, de la gérer de manière plus efficace pour essayer d'éviter, par exemple, des conséquences sur la santé mentale ou des conséquences sur autres maladies, de manière que ce soit efficace d'un côté pour prévenir les infections, mais de l'autre côté, les conséquences aussi des mesures qu'on a prises pour tenter de limiter l'épidémie. En fait. Oui, et peut-être que la conclusion est là, en fait, et pour conclure de façon peut-être un peu optimiste, est-ce que vous avez eu l'impression sur cette épidémie, quand même, qu'on l'a gérée, alors on ne peut pas dire qu'on l'ait bien gérée, mais qu'on a tiré les leçons quand même du passé, ou en tout cas en cours d'épidémie, qu'on a pris les mesures qu'il fallait. Est-ce qu'on a mieux réagi que par le passé sur d'autres épidémies? Je repense à celle du SRAS qui s'était heureusement éteinte quasiment d'elle-même. Moi, depuis le début de cette pandémie, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu un nouveau SRAS, avec un taux de mortalité aussi important? Donc, pour vous, est-ce qu'il y a eu des progrès de fait ou pas, ou est-ce qu'il faudra les faire sur la prochaine qui émergera? Le SRAS ne s'est pas éteint spontanément. Il s'est éteint parce que les Chinois ont pris des mesures drastiques qui n'ont pas marché là pour une raison très simple. C'est que sur le premier SRAS, seuls les gens symptomatiques transmettaient, donc il était facile de suivre les chaînes de contamination. Et ce qu'on a raté dans cette épidémie, et ce qu'on a raté, je veux dire, et qu'on raterait encore, parce que c'est très compliqué, eh bien, c'est qu'en fait, on n'a pas soupçonné au départ qu'il y avait un très grand nombre de gens qui étaient asymptomatiques et qui étaient susceptibles de transmettre le virus. Et ça, on l'a raté, et c'est pour ça qu'on a eu des clusters. Et en fait, quand on parle de patients zéro, on sait qu'en France, il y a eu plusieurs patients zéro qui sont arrivés au mois de février, et dans tous les pays, c'est comme ça. Et donc, en fait, non, le premier SRAS était finalement beaucoup plus bénin. Enfin, je veux dire, en termes de létalité, peut-être pas, mais en termes de contamination, c'était beaucoup plus simple à gérer. Et c'est ça qui a fait la différence. D'accord. Et par les mesures que les Chinois ont prises à l'époque, vous parlez de l'abattage massif des civettes palmées ou de ce genre de choses? Non, pas du tout, pas du tout. Ce qu'ils ont pris, c'est que, bon, en Chine, c'est plus facile, ils ont vraiment bloqué les gens chez eux. Il y a eu le même confinement en Chine lors du premier SRAS. Les Chinois ont perdu plusieurs points de croissance lors de la première crise du SRAS. Et enfin, voilà. Et je pense que où ils ont été piégés dans cette crise, comme nous, on l'a tous été piégés, c'est que effectivement, c'est un virus qui se transmet de façon, qui se transmet aussi chez les asymptomatiques ou avant que les symptômes n'apparaissent. Et donc ça a été le problème qu'on essaye de limiter maintenant, mais on voit bien qu'il y a encore un tiers, au moins des gens qui sont des cas asymptomatiques, qui passent à travers les mailles du filet. David ? Oui, non, vous parliez de la crise comme si elle était terminée. Malheureusement, on ne peut absolument pas aujourd'hui dire revenons sur cette crise, parlons-en comme du passé. On est en plein dedans et elle va peut-être rebondir. Elle sera peut-être là tous les ans pendant encore beaucoup de temps si les vaccins, ou les vaccins ne sont pas efficaces. Donc on ne peut pas en parler au passé d'abord. Ensuite, sur votre deuxième remarque qui est est-ce qu'on peut dire que les choses se sont bien passées? Non, ça c'est clair. Il faut quand même rappeler qu'à l'université Paris-Saclay, lors du premier confinement, on a rapatrié tous les stocks d'éthanol de tous les laboratoires pour installer une unité de production
enfin 2 unités de production, une à Orsay et une à Châtenay-Malabry à la fac de pharmacie, pour alimenter les hôpitaux, les gendarmes et les pompiers du secteur en solutions hydroalcooliques, avec des gendarmes qui allaient au sud de la France récupérer des bidons d'éthanol pour qu'on puisse les aider à tout ça, avec des gens qui s'habillaient avec des sacs poubelles quand même. Donc on n'avait jamais vu ça, enfin, c'était hallucinant. Donc ça montrait bien à quel point, malgré les épidémies précédentes, on n'était pas prêt. Et donc derrière, on a eu aussi des gens qui ont dit ah ben les choses ont commencé à aller mieux à partir du moment où il y avait un comité scientifique à l'Élysée. Mais l'air de dire, il n'y avait rien d'autre. Mais qu'est-ce qu'on a en France? On a les agences sanitaires, on a l'INSERM, on a des sociétés savantes, on a des académies, on a des laboratoires de recherche. Tous ces gens-là étaient quasiment insignifiants jusqu'au moment où on a dit « Ah, il y a un groupe de scientifiques à l'Élysée, les choses vont bien ». Ça c'est pas clair non plus. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas écouté les bons au bon moment aussi. Hein. Et puis, est-ce que ça changera après? Je n'en suis pas sûr. Et ça rejoint toujours ce que je disais tout à l'heure sur la formation des décideurs par l'objectivité scientifique. Ça, il y a un gros besoin, que ce soit des architectes ou des ingénieurs d'ailleurs. Et puis je ne sais plus ce que je voulais dire derrière, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est fini, on ne peut pas dire que tout est parfaitement intégré dans l'esprit des gens. Et si demain, c'est le virus Ebola qu'on retrouve place de la Concorde, ça sera encore autre chose et ça sera encore plus dangereux. Et je pense qu'on ne sera pas prêt non plus, même si on sera un petit peu plus aguerri, malheureusement, grâce à cette épidémie. Alors, j'ajouterais fort heureusement, Ebola, le R n'est pas bon. Alors, je veux dire, c'est-à-dire que sa capacité de transmission est beaucoup plus faible. Et je rejoins toujours la même chose, qu'il faut sa capacité de transmission est beaucoup plus faible. Et en fait, ce qui est très important, c'est de voir que il y a 2 vraiment maladies types de maladies sur lesquelles il faut être très prudent. Les maladies à transmission respiratoire, on est dedans. C'est très difficile d'échapper à la respiration des autres. Hein, voilà. Et puis, il y a deuxième type, ça va être les maladies qui seront vectorisées par des insectes du type moustique quand ils vont, alors qu'on connaît déjà à l'heure actuelle, mais qui risquent de se retrouver plus haut vers le nord ou plus bas vers le sud dans les années qui viennent à cause du réchauffement climatique. Donc en fait, il va vraiment falloir changer nos façons d'appréhender les choses. C'est ça la conclusion. On aimerait terminer sur des notes positives. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges. C'était passionnant. Je vois qu'on a légèrement dépassé l'heure. Je ne vois pas de questions, sauf si j'ai un problème avec mon panel. Je ne sais pas si Jeanne Lecomte, vous voyez des questions? Non. Bon, c'est que tout était suffisamment clair, j'imagine. Donc merci beaucoup encore une fois pour ces échanges que j'ai personnellement trouvé passionnants, et j'espère que le public a apprécié également, et vous pourrez revoir en ligne ce webinaire sur la chaîne de Paris-Saclay et sur la chaîne de l'Agence universitaire de la francophonie. Merci beaucoup.